Ma fille m'a appelé à 1h du matin. Maman chérie, ouvre la porte, il fait froid dehors. Je suis restée figée sur place. Elle est morte il y a 4 ans. J'ai jeté un coup d'œil par la porte et je l'ai vue debout là. Puis elle a dit. Maman, aide-moi. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 65 ans, et je croyais avoir traversé l'enfer lorsque j'ai dû identifier le corps calciné de ma fille unique, Claire, 4 ans auparavant, une douleur si profonde qu'elle avait effacé toute couleur de ma vie. Ce soir-là, seule dans ma maison silencieuse, je regardais distraitement les ombres bouger sur les murs quand le téléphone a vibré, brisant l'air comme un coup de tonnerre. Il était 1h du matin, et ce simple écran lumineux m'a glacé jusqu'à l'os, sans savoir pourquoi. Une angoisse irrationnelle m'a submergée, comme si l'univers s'apprêtait à me rappeler que le pire peut frapper 2 fois. En décrochant, je n'étais pas préparée à ce que j'allais entendre, personne ne l'aurait été. À 1h du matin, j'ai entendu cette voix claire, directe, déchirante, qui ne pouvait venir que d'un rêve ou d'un autre monde. Maman chérie, ouvre la porte, j'ai froid dehors. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait, que la douleur m'avait finalement rendue folle. Mais cette voix-là, je l'aurais reconnue parmi 1000. C'était la voix de ma fille Claire, morte depuis 4 ans. Une voix que je n'étais plus censée entendre, et qui pourtant résonnait maintenant de l'autre côté de ma porte. Je suis restée figée, paralysée au milieu du salon, la main crispée sur le dossier d'une chaise, incapable d'avancer ou de parler, comme si mes os avaient soudainement été remplacés par du verre. Mon esprit se débattait entre l'espoir et la terreur, entre l'envie de croire et la peur de sombrer. J'aurais voulu hurler, courir, pleurer, mais tout restait bloqué à l'intérieur. Et puis, cette voix a repris, plus douce, plus brisée, « Maman, s'il te plaît. » C'était trop réel pour n'être qu'un songe. Je me suis approchée de la porte en tremblant, les mains moites, la gorge serrée, chaque pas plus difficile que le précédent, comme si une part de moi refusait de découvrir ce qui m'attendait de l'autre côté. J'ai posé la main sur la poignée, le souffle coupé, et j'ai entrouvert lentement. Et là, dans l'ombre froide du porche, je l'ai vue. Ma fille. Vivante. Méconnaissable, mais indiscutablement elle. C'est vraiment toi, ai-je soufflé, incapable de prononcer autre chose, comme si mes cordes vocales s'étaient soudainement dérobées. Claire a levé les yeux vers moi, 2 yeux cernés, fatigués, mais remplis d'un chagrin immense et vivant. Elle s'est effondrée dans mes bras, comme un poids que je n'espérais plus jamais porter. Aide-moi, maman, je ne peux plus continuer à fuir seule. Et j'ai su, dans cette seconde, que tout allait recommencer. J'ai refermé la porte d'un geste nerveux, le cœur battant si fort que mes tempes pulsaient comme prêtes à exploser, chaque battement me rappelant que ce n'était pas un cauchemar, mais une réalité à affronter. Claire grelottait, le regard perdu, la peau froide comme si elle avait dormi dans la rue pendant des nuits entières. Tout en elle criait la souffrance, la faim, l'exil. J'avais envie de l'inonder de questions, mais je n'en avais pas la force. Il fallait d'abord qu'elle reprenne des forces, qu'elle se sente à l'abri. Je lui ai apporté une couverture épaisse et une tasse de chocolat brûlant, mais elle avait du mal à la tenir, ses mains tremblaient comme des feuilles mortes, si frêles que j'en avais le cœur serré. Elle a porté la tasse à ses lèvres, mais n'a bu qu'une gorgée avant de la poser, comme si son estomac avait oublié comment recevoir quelque chose de chaud. Son visage, malgré les ombres et la fatigue, portait des traces que je n'avais jamais vues. Des marques anciennes, discrètes, mais profondes. Je ne suis pas morte dans cet incendie, maman, quelqu'un a essayé de me tuer. Les mots sont tombés comme des pierres, lourds, glacés, irréels. Mon sang s'est figé, mes mains se sont refermées sur les accoudoirs du fauteuil, gelées, sans vie. Elle me regardait droit dans les yeux, comme si elle avait attendu des années pour pouvoir prononcer cette phrase. Mon cerveau refusait d'enregistrer ce qu'elle venait de dire. Et pourtant, je savais que c'était vrai. Claire a inspiré profondément, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer coûtait une part d'elle-même, puis elle a murmuré d'une voix rauque, « C'était Marc, maman. » Lui, et sa maîtresse, Élodie. Mon estomac s'est retourné, ma vue s'est brouillée. Marc ?
Celui qui s'était agenouillé devant le cercueil, sanglotant, me promettant justice et vengeance? Lui. Mon ancien gendre, l'homme que j'avais consolé pendant qu'on dispersait les cendres de ma fille? J'ai cru m'évanouir. Je me suis accrochée au rebord de la table comme une naufragée à une bouée, cherchant un appui dans un monde qui venait de s'effondrer une seconde fois. Les souvenirs de Marc pleurant au funérarium m'ont traversé comme des poignards, sa main serrant la mienne, ses mots doux, ses larmes, fausses. Claire, elle, me regardait avec une douleur contenue, comme si elle s'en voulait de me détruire à nouveau. Mais la vérité ne pouvait plus attendre. Elle m'a raconté qu'elle s'était réveillée cette nuit-là, suffocant, le nez agressé par une odeur forte, insupportable, comme si la maison baignait dans l'essence. Ses draps étaient déjà chauds, presque humides de chaleur, et une panique instinctive l'avait poussée à se lever. En descendant, elle avait entendu du mouvement dans le salon, des pas pressés, des voix qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre à cette heure. Elle s'est figée dans l'escalier, écoutant, le cœur battant à rompre. Et ce qu'elle a entendu l'a glacée de l'intérieur. La voix de Marc, reconnaissable entre toutes, nerveuse, haletante, vite, allume tout avant que quelqu'un n'arrive. Puis un froissement, un cliquetis métallique, un bruit d'allumettes ou de briquet, et le silence tendu avant l'explosion. Claire a reculé, terrifiée, comprenant trop tard ce qui était en train de se jouer. Elle n'a même pas crié, son instinct lui a seulement ordonné de survivre. À cet instant, elle n'était plus une fille, une épouse, une femme, elle n'était plus qu'un corps en danger de mort. Le feu s'est déclaré presque immédiatement, une vague de chaleur montait du rez-de-chaussée comme un monstre déchaîné. Claire a couru jusqu'à la salle de bain, trempant des serviettes dans la baignoire, les pressant contre sa bouche pour filtrer l'air irrespirable. Elle entendait les meubles craquer, les vitres éclater, et chaque seconde semblait la rapprocher d'une fin certaine. Elle a senti ses cheveux collés à sa nuque, la fumée brûler ses yeux, son cou, sa gorge. Mais elle refusait de mourir. Elle savait qu'il n'y avait pas d'issue, pas de porte de secours, pas de héros à attendre. Alors elle a ouvert la fenêtre de la salle de bain, même si les flammes s'élevaient déjà jusqu'au toit. Elle a regardé le vide en dessous, évaluant le risque, sentant le sol trembler sous ses pieds. Puis, sans réfléchir davantage, elle a sauté, propulsée par un instinct plus fort que la douleur. Elle a atterri lourdement dans un massif du jardin du voisin, le souffle coupé, incapable de bouger, mais toujours vivante. Elle est restée là, allongée dans l'herbe humide, le corps meurtri, sans force, incapable de crier à cause de la fumée qui lui avait ravagé la gorge. Son dos hurlait de douleur, ses jambes tremblaient, mais elle savait que si elle ne bougeait pas, elle allait être retrouvée. Puis une silhouette est apparue dans la nuit, un homme mince, en manteau sale, qui fouillait les poubelles. C'était Monsieur Henri, un SDF du quartier que tout le monde ignorait. Cette nuit-là, il a vu Claire et a compris que ce n'était pas un fantôme. Il l'a tirée à moitié inconsciente jusqu'à un vieux hangar abandonné derrière la gare, un endroit délabré où il dormait parfois, caché du vent. Là, avec des linges sales et un peu d'eau volée à une fontaine, il a nettoyé ses brûlures, couvert ses blessures, et l'a gardée au chaud comme on protège une étincelle. Pendant 2 jours, Claire a sombré dans un sommeil fiévreux, délirant, entre la vie et la mort. Henri, sans rien demander, l'a veillée comme un père. Sans lui, elle ne serait jamais là aujourd'hui. Quand elle s'est réveillée, les murs en béton brut lui ont semblé aussi rassurants qu'un cocon. Elle entendait une radio posée sur une caisse, et la voix du présentateur annonçait qu'un incendie avait ravagé une maison familiale, qu'un corps calciné avait été retrouvé, probablement la propriétaire des lieux, Claire Moreau. Claire a alors compris qu'elle était officiellement morte. Et que personne, absolument personne, ne savait qu'elle avait survécu à ce cauchemar. Quelques heures plus tard, Henri est revenu d'une de ses tournées de récupération et l'a regardée avec gravité. Il lui a dit qu'il avait vu Marc, bien vivant, souriant, au bras d'une femme qu'il connaissait de vue, Élodie, celle qui travaillait à la mairie. Ils marchaient ensemble dans le quartier, parlant à voix basse, s'arrêtant même devant les ruines encore fumantes de la maison. Claire a senti un froid glacial lui transpercer la poitrine. Elle avait été effacée, remplacée, trahie. Henri,
assis sur une palette en bois, lui a raconté ce qu'il avait vu avec des mots simples mais poignants. « Ma petite, cet homme n'a pas l'air en deuil. Il a déjà refait sa vie. » Il n'y avait ni colère ni jugement dans sa voix, seulement une tristesse sincère, celle de quelqu'un qui savait reconnaître l'injustice. Claire, en l'écoutant, a senti le peu d'oxygène qu'elle avait retrouvé s'échapper à nouveau. Elle n'avait pas seulement échappé à la mort. Elle avait été volontairement effacée. Quand Claire a voulu aller directement à la police, portée par la colère et l'horreur de ce qu'elle venait de comprendre, Henri l'a retenue avec une fermeté inhabituelle. Il lui a pris les poignets et l'a regardée dans les yeux, comme pour l'ancrer dans la réalité. « Marc connaît des gens à la mairie, à la gendarmerie, il peut te faire disparaître pour de bon, ma petite. » Ces mots ont figé Claire sur place, ravivant l'instinct de survie qui l'avait sauvée des flammes. Elle comprenait désormais que le danger n'était pas terminé. Elle était encore une proie. Une fois remise physiquement, bien que son corps garde les cicatrices profondes de ses blessures, Claire a pris une décision silencieuse. Elle ne pouvait plus rester passive. Une nuit, dissimulée sous une capuche, elle est retournée dans son ancien quartier, évitant les ruelles principales, marchant comme une ombre dans la ville qu'il avait crue morte. Elle savait qu'elle devait trouver des preuves, quelque chose d'irréfutable. Et pour cela, elle avait besoin de témoins de confiance. Elle a choisi la maison des Lefebvre, ses anciens voisins de toujours, un couple discret, honnête, qu'elle savait incapable de trahir. Elle a frappé doucement, le cœur battant à rompre, redoutant d'être rejetée comme un fantôme. Lorsque Monsieur Lefebvre a ouvert et l'a vue, il est resté pétrifié, la bouche entr'ouverte, comme s'il revivait un rêve impossible. Sa femme l'a rejoint, et en voyant Claire, elle a porté une main à sa bouche en murmurant « Mon Dieu !» Claire ? Claire a pris le temps de tout leur expliquer, chaque détail, chaque blessure, chaque silence de ces 4 années. Les Lefebvre, bouleversés, n'ont posé aucune question déplacée. Ils ont immédiatement juré de l'aider, sans hésitation, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Monsieur Lefebvre lui a dit « On a tout ce qu'il faut, les caméras de sécurité. Elles filment la rue, et elles n'ont jamais été effacées. » Un frisson a traversé le dos de Claire. C'était peut-être la première vraie lueur d'espoir. Ils ont branché le vieux disque dur de la caméra, et ensemble, ils ont remonté les enregistrements de la nuit de l'incendie. L'écran tremblotant a montré ce que Claire redoutait et espérait à la fois. Marc et Élodie, chacun portant un jerrycan, traversant la rue, regardant autour d'eux comme des voleurs. Elle a senti sa gorge se serrer. Ce n'était plus seulement un souvenir. C'était la vérité, capturée par une machine. Quelques secondes plus tard, les images montraient les 2 amants ressortant de la maison de Claire, courant presque, jetant un dernier regard derrière eux. 10 minutes après, les premières lueurs du feu apparaissaient dans le reflet d'une vitre. Claire n'a pas pleuré. Elle a juste serré les poings, le visage tendu, l'âme prête à se battre. Les Lefebvre, eux, étaient atterrés, choqués d'avoir vécu si près de cette horreur sans jamais l'avoir soupçonnée. Ils ont sauvegardé les vidéos sur une clé USB, l'ont copiée en 2 exemplaires et ont promis à Claire de garder l'original dans un coffre personnel. Cette clé, c'est à vie, a dit Madame Lefebvre en la glissant dans une petite boîte en métal. Claire a hoché la tête, incapable de parler, mais ses yeux disaient tout. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un allié solide, une preuve matérielle, une arme. Claire est retournée à l'entrepôt d'Henri, cachant la clé dans un faux talon de chaussure. Les jours suivants, elle a continué à vivre de petits travaux, servant dans une cantine, nettoyant des halls d'immeubles la nuit, toujours sous d'autres noms. Elle évitait tout endroit où Marc pourrait passer, se fondant dans les marges, vivant dans l'attente du bon moment. Chaque jour était un pari entre la peur et la détermination. Mais elle n'a jamais flanché. Elle ne m'a pas contactée plutôt parce qu'elle était convaincue que Marc me surveillait, que le moindre signe de sa part me mettrait en danger. Elle avait imaginé 100 scénarios où il utiliserait mon amour de mère contre elle, où il manipulerait mes émotions pour lui tendre un piège. Alors elle a choisi le silence, même si cela la déchirait. Et moi, pendant ce temps, je pleurais un fantôme, sans savoir que ma fille m'aimait assez pour disparaître.
4 années ont passé ainsi, dans une existence fragmentée entre la peur et la nécessité de rester invisible, chaque jour pesant comme une pierre sur ses épaules, chaque nuit ravivant les flammes qu'elle avait fuies. Claire avançait sans nom, sans foyer, vivant dans l'ombre, tandis que Marc profitait librement d'une vie bâtie sur son meurtre manqué. La solitude lui mordait la peau, mais l'idée de dénoncer l'injustice la tenait debout. Elle observait le monde derrière une vitre, interdite de vivre. Jusqu'au jour où son corps a dit stop. Je voulais juste que tu ne souffres plus, maman, voilà pourquoi j'ai tant attendu, m'a-t-elle confié en serrant mes mains, et j'ai senti dans ses paroles toute la charge des années où elle avait porté seule un secret trop lourd. Sa voix tremblait, non de peur, mais de fatigue, comme si elle voulait enfin déposer ce poids dans mes bras. Elle ne s'excusait pas, elle se justifiait d'avoir survécu en secret. Et dans ses yeux, je lisais une détresse profonde. Elle n'était plus seulement ma fille, elle était une survivante. Je l'ai serrée contre moi, déterminée à recoller les morceaux de ce que Marc avait brisé, et j'ai murmuré, plus personne ne te fera de mal. Je te le jure. Cette promesse a eu un goût d'acier, un goût de guerre silencieuse que je n'avais jamais imaginé livrer à mon âge. Claire s'est effondrée contre mon épaule, comme si ces mots lui donnaient enfin le droit de respirer. Je sentais sa détresse, mais aussi une force nouvelle naître en elle. Nous allions nous battre ensemble. Le lendemain, nous sommes allés au commissariat principal de Lyon, dans la brigade spécialisée en violences conjugales et tentatives d'homicide, Claire cachée sous une écharpe large, son regard glissant nerveusement vers chaque porte. Les policiers nous ont reçus avec prudence, comme s'ils craignaient d'être victimes d'un mauvais canular. Mais lorsqu'elle a retiré l'écharpe et décliné son identité, un silence lourd a envahi la salle. C'était l'impossible rendu réel. Et l'affaire a changé d'échelle. Les enquêteurs ont été stupéfaits non seulement de la voir vivante, mais aussi de découvrir les images enregistrées par les caméras des Lefebvre. Ils les ont regardées plusieurs fois, zoomant, ralentissant, vérifiant chaque détail, et l'atmosphère de la pièce s'est chargée de colère froide. Ils ont ouvert une enquête immédiate, mobilisant plusieurs unités. Claire tremblait, mais elle tenait bon, pour la première fois, la justice s'activait pour elle. Et Marc ne le savait pas encore. Claire a été intégrée au dispositif officiel de protection des victimes, logée dans un appartement discret, sous une adresse confidentielle, et accompagnée par une équipe spécialisée. Les policiers m'ont expliqué que ce protocole était rare et réservé aux cas les plus graves. En signant les papiers, j'ai pris la pleine mesure du danger qu'elle avait couru et de celui qui persistait. Malgré tout, Claire avançait avec une dignité qui me serrait le cœur. Elle renaissait pas à pas. Les policiers ont ensuite analysé les assurances touchées par Marc juste après la supposée mort de Claire. Les montants étaient exorbitants, les démarches d'une rapidité suspecte, et certaines signatures n'étaient manifestement pas les siennes. Les enquêteurs se sont regardés avec une expression que je n'oublierai jamais, c'était l'expression de ceux qui viennent de mettre la main sur un puzzle qui s'emboîte trop parfaitement. La fraude n'était plus une hypothèse, c'était un fait. En fouillant plus profondément, ils ont découvert plusieurs falsifications de documents notariaux liés à l'héritage de Claire, notamment des procurations qu'elle n'avait jamais signées. Chaque papier était une trahison supplémentaire, une preuve de la cupidité glaciale qui avait motivé Marc. Pour Claire, écouter ces détails était une torture, mais elle restait droite, comme si se tenir debout face à la vérité la réparait. Moi, je bouillais de rage. Ils ont aussi trouvé une série de virements suspects vers le compte d'Élodie, effectués quelques jours après l'incendie, dont les montants montaient crescendo. Aucun justificatif, aucune logique apparente, si ce n'est celle de payer un complice. Le dossier se refermait autour d'eux comme un piège implacable. Claire baissait les yeux à chaque découverte, mais je sentais en elle une flamme nouvelle, celle de la survie mêlée au désir de justice. Avec toutes ces preuves croisées, détaillées, impossibles à contester, le procureur de la République a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre Marc et Élodie. L'annonce a résonné dans la salle comme une délivrance, mais aussi comme le début d'une confrontation inévitable. Les policiers préparaient déjà la stratégie, les horaires, les équipes. Claire, silencieuse,
observait tout avec une attention fébrile. Elle n'était plus une victime cachée, elle devenait le témoin central de sa propre histoire. Mais pour que les arrestations soient légales et indiscutables, il fallait d'abord officialiser la survie de Claire dans le système judiciaire, une étape aussi étrange qu'indispensable. Le parquet a organisé en urgence une audition secrète, hors du calendrier public, pour éviter toute fuite. Les documents médicaux, les images des caméras et la déclaration des Lefebvre servaient déjà de base, mais c'était la parole de Claire qui allait tout ancrer. Elle est entrée dans la salle d'audience, droite, le regard ferme. Ce jour-là, elle a cessé d'être une disparue. Elle a tout raconté sans flancher, de l'odeur d'essence à la chute dans le jardin, en passant par la voix de Marc et les flammes qui montaient. Sa voix ne tremblait pas. Chaque mot tombait comme une vérité tranchante, pesée, douloureuse mais irréfutable. Les magistrats, silencieux, notaient chaque détail. Même les policiers présents, pourtant aguerris, semblaient bouleversés. À la fin, il n'y avait plus aucun doute sur ce qu'elle avait subi. Le tribunal a statué immédiatement, qualifiant les faits de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, fraude aggravée et escroquerie à l'assurance. L'acte de décès de Claire a été annulé sur le champ. Son nom, rayé à tort des registres, reprenait sa place. Cette reconnaissance légale était bien plus qu'un papier, c'était une résurrection. Et pour Marc et Élodie, c'était le début de leur chute. Les autorités ont décidé de procéder à une arrestation surprise, rapide et sans marge d'erreur, dans le même quartier où Marc pensait encore être au-dessus de tout soupçon. Ils voulaient le prendre de court, avant qu'il ne sente le vent tourner. Pour cela, ils avaient besoin d'un appât qu'ils n'imagineraient jamais trahir, moi. Les policiers m'ont demandé d'inviter Marc à déjeuner, comme si de rien n'était. Mon estomac s'est noué, mais j'ai accepté. Le jour venu, j'ai préparé la table comme si je n'avais jamais connu la vérité, comme si j'étais encore la mère brisée qu'il avait su manipuler. Marc est arrivé souriant, élégant, me prenant dans ses bras, jouant parfaitement son rôle. « Tu vas mieux ? Tu arrives à faire ton deuil ?» m'a-t-il dit en s'asseyant. J'ai répondu avec un calme étudié, pendant que mes mains, sous la table, tremblaient comme des feuilles. Il n'a rien soupçonné. Pendant qu'il mangeait son plat préféré, les voitures banalisées de la police judiciaire se garaient discrètement autour de la maison. Les agents se déployaient comme une marée silencieuse, chaque mouvement minuté. J'écoutais Marc parler de sa « nouvelle stabilité », d'un futur voyage à Rome avec Élodie, pendant que mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je regardais l'horloge, guettant l'instant précis. Puis, enfin, on a frappé à la porte. Marc s'est levé, surpris, fronçant les sourcils. Qui ça peut être ? Il n'a même pas eu le temps d'atteindre le couloir que la porte s'est ouverte sur plusieurs policiers armés, gilets pare-balles visibles, visage fermé. Il a reculé d'un pas, pâle comme un linge, les lèvres entr'ouvertes, incapable de dire un mot. C'était comme s'il venait de voir un fantôme. La pièce entière a changé d'atmosphère. L'un des officiers s'est avancé. « Marc Delattre, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide et fraude aggravée. » Marc a balbutié, a levé les mains, puis a tenté de se défendre verbalement, parlant de « malentendu », de « vengeance », mais personne ne l'écoutait. Il a regardé vers moi, cherchant une alliée, un regard de secours. Je n'ai rien dit. Il a compris à ce moment précis qu'il avait perdu. Pris de panique, il a tenté de s'enfuir par la cuisine, bousculant une chaise, mais deux agents l'ont immédiatement plaqué au sol, maîtrisé avec une rapidité impressionnante. Je suis restée figée dans l'encadrement de la porte, regardant cet homme qui m'avait menti, manipulée, détruite. Il hurlait son innocence, mais ses cris résonnaient dans le vide. Les menottes claquèrent sur ses poignets. La justice était enfin en marche. Quelques heures plus tard, Élodie a été arrêtée à sa sortie du bureau de l'état civil où elle travaillait encore, comme si de rien n'était. Les policiers l'ont interceptée sur le trottoir, devant plusieurs passants, sans ménagement ni cérémonie. Lorsqu'ils lui ont montré les vidéos, elle a tenté de détourner les yeux, puis a murmuré un « ce n'est pas ce que vous croyez », pathétique.
Mais le masque était tombé. Elle n'avait plus de rôle à jouer, plus de version à imposer. La nouvelle s'est répandue dans le quartier comme une traînée de poudre, chacun réagissant à sa façon. Certains ont nié avoir jamais cru en la culpabilité de Claire, d'autres ont baissé les yeux en me croisant, honteux d'avoir tourné la page trop vite. Claire Moreau est vivante, disaient les voisins entre eux, comme s'ils tentaient de se convaincre. Les journaux ont commencé à s'intéresser à l'affaire. Mais moi, je ne voulais que la paix pour ma fille. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des années, j'ai pu enlacer ma fille en plein jour, sans peur, sans faux nom, sans cachette. Elle est sortie du logement sécurisé sous protection policière pour quelques heures, et nous nous sommes retrouvés dans le jardin public où je l'emmenais petite. Son regard a changé. Elle n'était plus une proie, ni une disparue, elle redevenait une femme libre. Et moi, une mère entière. Claire pleurait doucement, les yeux rivés au ciel d'automne. « Maman, je croyais que je ne serais plus jamais en sécurité », a-t-elle dit, la voix cassée. Je l'ai prise contre moi sans répondre, car aucun mot n'aurait pu exprimer ce que je ressentais. Elle avait traversé l'enfer et en revenait debout. Mon enfant était une miraculée, et j'étais là pour la protéger enfin, comme j'aurais dû le faire il y a 4 ans. Rien d'autre n'avait d'importance. Quelques jours plus tard, l'administration française a officiellement rétabli son identité légale. Son acte de décès a été annulé par décision du tribunal, et tous les documents liés à sa disparition ont été détruits. Elle redevint Claire Moreau, avec un numéro, une adresse, une existence légale. Ce jour-là, elle a reçu une nouvelle carte d'identité, les mains tremblantes. C'était un symbole silencieux, mais puissant, elle existait de nouveau aux yeux du monde. Elle a commencé une thérapie avec une psychologue spécialisée en traumatismes lourds, accompagnée par une assistante sociale qui l'aidait à récupérer ses droits et ses biens. Le chemin serait long, mais elle le faisait à son rythme, sans se presser. Chaque rendez-vous, chaque signature était une petite victoire. Elle reconstruisait sa vie sur des cendres, mais elle ne regardait plus en arrière. Elle voulait guérir, pas seulement survivre. La vieille maison, celle que Marc avait incendiée, avait été détruite peu après l'enquête initiale, réduite à un terrain vague sans âme. Mais ce n'était plus important pour Claire. Elle ne voulait pas revenir là où elle avait failli mourir. Les images de la caméra des Lefebvre suffisaient à ancrer la vérité dans les esprits. Elle n'avait plus besoin de murs pour témoigner, elle portait les preuves sur sa peau, dans sa mémoire. Le procès approchait, et le dossier était solide, les vidéos, les témoignages des Lefebvre, les documents falsifiés, les mouvements bancaires suspects, les incohérences des déclarations de Marc et Élodie. Tout était minutieusement classé, vérifié, recoupé. L'avocat de Claire, commis d'office mais passionné par l'affaire, parlait déjà d'un précédent juridique. Claire, elle, gardait le silence, concentrée, déterminée à affronter ses bourreaux. Plus rien ne l'effrayait. Le procureur de la République a requis la peine maximale, estimant que les faits démontraient une cruauté particulière, une préméditation glaciale et un mépris total pour la vie humaine. Son réquisitoire a été tranchant, précis, implacable. Dans la salle d'audience, les mots coupaient comme des lames. Je regardais Claire assise près de lui, droite, calme, presque impassible. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait simplement que justice soit rendue. Quelques mois plus tard, le verdict est tombé dans un silence lourd, presque sacré. Marc et Élodie ont été reconnus coupables de tentative d'homicide volontaire, escroquerie en bande organisée et fraude aggravée. Le juge a prononcé des peines exemplaires, parlant d'un « meurtre manqué d'une cruauté rare » et d'un « mépris absolu pour la vie d'autrui ». Claire n'a pas réagi, son visage restait figé, presque vide, comme si elle avait quitté son corps pour mieux encaisser. Moi, j'ai fermé les yeux. La justice venait enfin de poser un point final. Après le procès, Claire a été entourée par une équipe spécialisée dans la reconstruction psychologique, composée de thérapeutes, de juristes et de travailleurs sociaux. Chacun, à sa manière, l'aidait à retrouver un équilibre qu'on lui avait volé pendant des années. Elle avançait lentement,
mais avec une force tranquille que rien ne semblait pouvoir briser. Elle apprenait à se réapproprier son histoire, non plus comme une victime, mais comme une survivante lucide. Elle se reconstruisait avec une dignité bouleversante. Nous avons quitté Lyon quelques semaines plus tard, sans prévenir personne, sans se retourner. J'ai vendu mes biens et nous avons acheté une petite maison dans un village de Haute-Savoie, entouré de montagnes et de silence. C'était modeste, mais paisible, loin de tout ce qui avait détruit nos vies. Claire a commencé à jardiner, à cuisiner, à écrire. Elle reprenait goût aux gestes simples, comme si chaque matin était un miracle discret. Il lui arrive encore, parfois, de se réveiller au milieu de la nuit, le cœur battant, les draps humides de sueur. Dans ces moments-là, elle m'appelle, toujours à voix basse, « Maman, tu dors ?» Et moi, sans poser de questions, je vais la rejoindre, je m'allonge près d'elle, comme je le faisais quand elle était enfant et qu'un cauchemar l'arrachait au sommeil. On ne parle pas. On se tient. Et ça suffit. Parce que maintenant, elle sait qu'elle n'est plus seule. Aujourd'hui, je peux enfin lui répondre sans trembler, « Je suis là, ma fille. » Et plus jamais personne ne nous séparera. Ces mots, je les répète comme une prière, un serment tissé dans la douleur et le pardon. Le passé ne disparaît pas, mais il a cessé d'avoir le dernier mot. Claire sourit plus souvent maintenant. Et chaque fois qu'elle le fait, je remercie la vie d'avoir eu la force d'y croire, même quand tout semblait perdu. Claire a décidé de ne plus laisser la peur guider ses pas. Un matin, elle s'est levée avant le lever du soleil et m'a dit, les yeux calmes, « Je vais vivre, maman. » Pas pour lui faire regretter. Pas pour fuir. Juste pour moi. Elle est sortie seule, a marché dans le brouillard du village, salué les passants sans baisser les yeux. Elle était redevenue une femme entière, debout sur les ruines de son propre tombeau. Elle a commencé à écrire son histoire. Pas pour la publier, pas pour se venger, mais pour laisser une trace. Un cahier noir, posé sur la table de la cuisine, où chaque mot libérait un souvenir, une peur, une cicatrice. Elle écrivait tous les soirs, parfois en silence, parfois les larmes aux joues, mais toujours avec une paix nouvelle. Son écriture tremblait, puis devenait plus assurée. Elle reprenait le contrôle, ligne après ligne. Un jour, elle m'a demandé de l'accompagner au cimetière où une stèle portait encore son nom. Nous sommes restés debout, face à cette pierre qui mentait depuis trop longtemps. Claire a posé une main sur le granit, puis a soufflé, « Tu peux me laisser maintenant. » Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne parlait pas à la mort, mais à la peur. Nous avons quitté le cimetière sans nous retourner. Le passé n'avait plus d'emprise. Les saisons ont passé. L'hiver est venu recouvrir notre maison de neige, mais à l'intérieur, tout était chaleur. Claire riait à nouveau, préparait des confitures, prenait soin des fleurs comme d'une vie fragile. Parfois, elle chantait sans s'en rendre compte. Et moi, assise dans le fauteuil près du feu, je la regardais, le cœur rempli d'un amour plus fort que le chagrin. Elle était là. Et moi aussi. Un matin de printemps, elle a reçu une lettre. C'était une invitation à témoigner lors d'un colloque sur les violences invisibles, organisé par une association de Lyon. Elle m'a demandé, « Tu crois que je peux en parler devant d'autres ?» Je lui ai répondu, « Tu as survécu à l'indicible. Ta parole peut sauver quelqu'un. » Et elle a accepté, non sans trembler. Mais elle a accepté. C'était une nouvelle naissance. Le jour venu, elle est montée sur scène, les mains moites, le regard fixe. Et quand elle a commencé à parler, un silence absolu a envahi la salle. Elle ne lisait pas. Elle racontait. Avec une force nue, avec des mots simples, sans jamais chercher la pitié. À la fin, les gens se sont levés. Certains pleuraient. D'autres l'ont prise dans leurs bras. Claire ne s'effondrait plus, elle inspirait. De retour chez nous, elle m'a dit en souriant, « Tu sais, maman, j'ai enfin l'impression d'être vivante. » Ce soir-là, nous avons mangé dehors, sous les étoiles, sans parler du passé, comme deux femmes que la vie avait brisées et recousues ensemble. Le silence était doux, complice. On n'attendait plus rien.
Et c'est justement pour ça que tout semblait possible. Elle a reçu d'autres invitations, d'autres appels. Mais elle n'a rien précipité. Elle voulait continuer à jardiner, à vivre doucement. Elle m'a dit, je ne veux pas devenir un symbole. Je veux juste être moi. Et elle avait raison. Sa victoire, ce n'était pas le tribunal, ni les applaudissements. C'était de pouvoir s'endormir sans peur. C'était de pouvoir se réveiller sans colère. Un jour, Henri nous a écrit depuis un foyer où il s'était finalement installé. Il disait aller bien, heureux de savoir que, sa petite rescapée, avait repris sa vie en main. Claire lui a répondu par une longue lettre, pleine de gratitude. Il avait été son sauveur silencieux. Il était la preuve que, même dans la rue, même dans l'abandon, l'humanité existe. Grâce à lui, tout avait recommencé. Et maintenant, chaque soir, quand les lumières s'éteignent dans notre maison des montagnes, je me dis que cette histoire aurait pu finir autrement. Mais elle a trouvé son chemin à travers les cendres, la peur, la trahison. Claire dort paisiblement. Et moi, assise près de la fenêtre, je veille. Pas par inquiétude. Par reconnaissance. Parce que, contre toute attente, la vie a gagné. Un soir d'été, alors que le vent tiède passait doucement entre les volets entr'ouverts, Claire est venue s'asseoir près de moi, une tasse de tisane entre les mains. Elle m'a regardé longuement, sans rien dire, puis a souri comme une enfant qui revient d'un long voyage. Et tu sais, maman, parfois, je me demande si tout ça s'est vraiment passé. Je lui ai pris la main. Oui, ma chérie. Mais ce qui compte, c'est que tu sois revenue. Et pour la première fois, elle n'a pas baissé les yeux. Depuis quelques mois, elle a adopté un chat abandonné qu'elle a trouvé grelottant sous un banc. Elle l'a appelé Félix, en clin d'œil à sa propre chance retrouvée. Il dort à ses pieds, la suit partout, comme une ombre fidèle. Voir Claire s'occuper de lui avec tant de douceur me rappelle la femme qu'elle aurait toujours dû être, libre, aimante, entourée. Le mal qu'on lui a fait n'a pas effacé sa lumière. Il l'a rendue plus précieuse encore. La nuit, il nous arrive de sortir sur la terrasse et de regarder les étoiles sans parler. Pas besoin de mots. Le silence, chez nous, est devenu une langue apaisée, une promesse de paix. Claire pose parfois sa tête sur mon épaule, comme lorsqu'elle était petite fille. Je sens alors que, malgré les cicatrices, malgré les souvenirs qui piquent encore parfois, quelque chose en nous s'est réparé. Et c'est tout ce que je voulais. Un matin, elle m'a dit qu'elle pensait à reprendre des études. Pas pour faire carrière. Juste pour apprendre. Pour moi. Je n'ai rien dit, j'ai seulement souri en l'entendant prononcer ces mots simples avec une telle sérénité. Elle voulait continuer à construire, pas à fuir. C'était la preuve la plus pure que la vie, malgré tout, avait repris racine en elle. Et qu'elle n'avait plus peur de grandir. Et moi, chaque jour, je remercie cette voix, ce coup de fil venu d'outre-tombe, cette nuit où le destin a choisi de me rendre ma fille. Je sais que toutes les histoires ne finissent pas ainsi. Mais la nôtre, oui. Parce que l'amour, quand il est assez fort, peut traverser le feu, le mensonge, et même la mort. Claire est là. Je suis là. Et plus jamais, non, plus jamais, quelqu'un ne pourra nous arracher l'une à l'autre. Well, you have people working for you, dude. Crazy. Oof. Alright, stop. Oh, there's stuff here. Stuff. No! Alright. I love the part where I'm hitting the wall. Anyways. He's a bourgeois capitalist. I mean, I think he's just a manager.
Technically, you know. I'm eating ice cream while watching you suffer, so it tastes better. I'm so happy that, you know, I can contribute to your joy and happiness and whimsy and good tasting ice cream. At least someone here is having fun. Why are you making gang signs? There's a guy over there who's making another gang sign. Probably doesn't taste good right now because Rita is Elden... Risa is Elden chilling. I am Elden chilling. Hi Spree, how are you doing? Sorry dude, you're about to die. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Catastrophe. Move, Risa! What are you doing? Well, that didn't work. Oh, it worked. Thank God. He literally takes no damage, dude. And I'm stuck under him. Holy shit. Oh! I don't know why I did that. Terrible idea. How's the grind?
I'm suffering right now. Like, the game is being... oh, to me. I am fighting the rock. He takes 1 point of damage. This shit is insane. I'm lazy to do the whole fight again. We're so close, I know! Do you ever stream Graveyard Keeper? Not really. No! Wait, I saw something. Am I insane? Here we go. Hit him in the butt. Ouchies. Rip my horse. Rip me. I can't see anything. Oh my god, these guys are here. That's crazy. No, 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 no. Holy shit, dude. I'm dead. Am I? Yeah. If you kill him, he dies. Really? Oh my god. What? Where the fuck am I? You're joking, right? I didn't go back at the stake, I guess, the statue. Man, man, man. Nothing dies.